Hello, hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle interview que je lance aujourd'hui avec Magali Dumez. Hello Magali, merci de te joindre à moi. Merci à Euh, toi de m'interviewer, Guillaume. Avec plaisir. Avant que je me lance là-dedans, je m'excuse auprès de tout le monde pour ma face de Quasimodo aujourd'hui. J'ai une magnifique conjonctivite, mais malgré tout, qui ne m'a pas dissuadé de lancer cette interview avec toi, Magali. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Toi, Magali, tu es accompagnante à destination des femmes victimes de violences conjugales, c'est ce que tu m'expliquais, Mm. notamment pour les aider à bien gérer le rôle de maman. Donc, comme tu le sais, hein, sur ce petit schéma, ce petit format d'interview que je lance, on parle d'épanouissement amoureux au sens large. Donc, c'est super intéressant d'avoir ta contribution à la réflexion aujourd'hui. Est-ce que pour lancer cet échange, tu peux un petit peu te présenter, nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer là-dedans aujourd'hui? Ce qui m'a motivée à me lancer là-dedans, déjà, c'est mon parcours personnel, puisque Mhm. le papa de ma grande fille, on va dire, nous a fait vivre l'enfer pendant presque 19 ans. Donc, au-delà de mon parcours de femme avec lui et après la séparation, j'ai vécu l'enfer. Ma fille a vécu l'enfer puisque il a phagocyté notre fille et s'est servi d'elle en fait pour m'atteindre. Donc, son but clairement, c'était de m'amener à la destruction, que ce soit physique, que ce soit psychologique ou sociale. Et pendant, j'avais un travail en fait, un vrai travail, comme diraient les gens, pendant des années. Et puis quand ça s'est, on va dire, mal goupillé avec mon activité, mon entreprise dans laquelle j'étais depuis 7 ans, ça faisait déjà depuis 2013 que moi j'accompagnais des mamans dans cette démarche-là, d'un point de vue, on va dire, en dilettante. Et puis je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Donc du coup, je me suis lancée, j'ai passé mes certifications, j'ai voulu avoir, on va dire, des compétences plus verrouillées, tu vois, Mhm. sur ce plan-là. Et du coup, j'ai lancé mon activité pour accompagner ces femmes-là parce que le parcours, je le connais bien déjà de l'intérieur. Et après, je trouvais que c'était intéressant aussi sur le plan thérapeutique et coaching d'avoir des vraies certifications pour pouvoir verrouiller tout ça. Voilà. Ok. J'ai déjà 10 000 questions à te poser rien que sur ce que tu viens de dire à 10 000 à l'heure. Tu parlais de phagocyté, c'est ça que tu as dit, hein? C'est les mots que tu as Oui, dit, oui, oui. phagocyter ta fille. Ça m'a intrigué ce terme-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça consiste en quoi concrètement? Alors, phagocyté, en fait, c'est le terme que moi j'emploie pour l'aliénation parentale, qui est très galvaudé partout, on va dire, on entend partout, et c'est souvent les mamans qui sont accusées d'aliénation parentale. Et j'aime pas ce terme, en fait, parce qu'il vient de Richard Abgarner, qui est un psychiatre qui a inventé ce fameux syndrome. Et ce syndrome, il a été inventé quand on creuse un peu sur le profil. Je ne vais pas partir dans des délires à expliquer tout en détail, mais en gros, c'est un personnage qui est lui-même décrié toute la société scientifique. Donc, le concept lui-même est décrié. Et du coup, je préfère le terme phagocyté, en fait, qui veut dire, en gros, s'approprier l'enfant et le museler. Voilà, on va dire que parce que je pense que c'est ce que tu voulais, avoir la définition peut-être de phagocyté. Ouais, Mais voilà, c'est d'accord. ça. En fait, c'est s'approprier l'enfant, se l'approprier et on va dire l'aliéner, le rendre complice, on va dire, pour amener l'autre parent à se détruire, quoi, tout simplement. D'accord, ça veut dire interdire à ton enfant de voir l'autre parent? C'est lui interdire d'aimer l'autre parent, c'est lui interdire Ah, d'avoir des d'aimer l'autre relations, parent même. Ok. d'aimer l'autre parent, d'en parler. Ça, c'est vraiment, on va dire, essayer de tout faire pour que l'autre parent soit complètement euh, nié de la vie de l'enfant. Ah, waouh. Ok, Mm. ok, d'accord. Et toi, comment tu as géré ça du coup pour pas que ça puisse se produire? Alors moi, ce que j'ai fait, parce que j'avais pas envie de rentrer en guerre contre le père de ma grande, parce que je pensais que rentrer en guerre, c'était faire deux guerres, et mettre un enfant au milieu de deux guerres, c'était tout sauf constructif pour ma fille. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai fait le contraire. C'est-à-dire que ma fille, je lui ai donné encore plus d'amour. J'ai renforcé le lien de confiance qu'on avait. Donc, ça, c'est Ok. avec des clés d'éducation positive. Hein, que moi, en plus, j'ai eu la chance mes filles sont la quatrième génération à avoir grandi dans l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation positive. C'est-à-dire sans violence éducative ordinaire, sans claque, sans fessée, sans punition. Donc, c'était plus facile pour moi, on va dire, de rentrer dans cette éducation-là. Et cette éducation-là, elle permet, en fait, de créer un lien très fort avec son enfant, un lien de confiance absolue, un lien d'amour inconditionnel. Et du coup, ce lien que j'ai créé avec ma fille, elle a presque 18 ans maintenant, hein, donc Ouais. voilà, on va dire que les résultats sont là. Et ce lien que j'ai créé avec elle, en fait, ce lien de confiance absolue a fait que tous ces mensonges qu'il a fait à côté de lui, toutes les tentatives de manipulation ont fait que c'est tombé à l'eau. Au fur et à D'accord. mesure du temps, le fait de remettre des repères clairs et précis, le fait d'avoir cette relation de confiance où elle voyait que je ne lui mentais jamais, que j'étais toujours
Alors, la transparence, je vais dire la transparence, mais la transparence, ça ne veut pas dire non plus tout dire et tout raconter à son enfant et le mêler aux histoires d'adultes. Ça veut dire Oui, juste que l'enfant soit conscient de son histoire, qu'il connaisse le puzzle de sa vie, en fait. Qu'il y ait ok, les zones d'ombre et les zones de lumière, mais que l'enfant connaisse vraiment le puzzle de sa vie. C'est-à-dire que les zones d'ombre ne soient pas cachées, parce que moi, je pars d'un principe que la vie, c'est comme un puzzle, et que la construction d'un humain, c'est comme un puzzle, et que si des zones d'ombre sont cachées, s'il y a des tas de zones qui sont des pièces manquantes, le puzzle, il ouais, s'écroule. Je pense qu'il vaut d'accord. mieux avoir les zones d'ombre et savoir où elles sont et à quoi elles correspondent, plutôt que d'avoir un puzzle avec des trous et d'avoir que de la lumière, mais en réalité quelque chose de mal construit. D'accord, OK. Super intéressant ce que tu dis et comment tu gères dans ce genre de situation la potentielle dissonance dans l'esprit de l'enfant entre ce qu'il entend, d'un parent et l'expérience qu'il fait de l'autre? Ça doit être assez déstabilisant pour l'enfant, non? C'est assez compliqué. Par contre, ce que je faisais tout le temps, je la ramenais à sa propre raison, à sa D'accord, propre réalité. Par exemple, je lui ai donné un exemple. Un jour, elle est rentrée, elle avait 3 ans et demi, 4 ans, et elle me dit, papa, il dit que c'est toi qui le tape, c'est toi qui l'insulte, que c'est toi qui le maltraite. Elle dit, je suis très fâchée après toi, maman, c'est pas bien ce que tu fais. OK. Et malheureusement, 15 jours avant, elle avait été témoin d'une scène de violence de son père vis-à-vis de moi. Et je dis bien Ouais, malheureusement, hein, voilà. oui. Et en fait, je me suis pas énervée. J'ai pas dit à ma fille, bah, ton père immense, c'est un gros menteur, c'est pas possible de dire ça. Voilà, je suis restée très factuelle et je lui ai dit, bah, écoute, est-ce que toi, Maëlle, tu m'as déjà vu, moi, attraper papa, le tirer par les cheveux, le pousser, le bousculer, l'insulter? Puis elle a réfléchi, elle m'a dit non. Je lui ai OK, reposé la question, j'ai dit, est-ce que toi, tu as déjà vu papa me bousculer, me mettre par terre, m'insulter, m'agresser? Elle a dit oui. J'ai rien dit de OK, plus. 5 minutes OK. après, elle est venue me voir et elle m'a dit, il ment beaucoup, papa, non? Ah ouais, OK, d'accord. Et là, je lui ai dit, oui, Maëlle, papa, il ment beaucoup. Et ça OK. s'est arrêté à des faits, en fait. C'est-à-dire, je suis restée factuelle. Et à chaque fois qu'elle revenait avec des éléments qui étaient, on va dire, perturbants pour elle, je la ramenais à sa réalité, à ce qu'elle avait vu, et à lui faire apprendre, à lui faire Mmh. confiance, à se faire confiance à elle, en fait. Bien sûr, OK, je vois ce que tu veux dire, super intéressant. La responsabiliser par rapport à ça, lui dire: «OK, toi, qu'est-ce que ton intuition profonde, elle te semble Mm, indiquer?» même si tu as que 3 ans et demi, mm. qu'est-ce que toi ouais, c'est ultra puissant ce que tu partages là, j'adore, j'adore. Par contre, j'ai 10 000 questions qui me viennent encore, Mais heu vas-y. et et pardon pour cette question qui il va peut-être, avoir un peu, une connotation limite un peu culpabilisante. Mais je pense que face à une situation telle que tu nous as décrit là, il y a beaucoup de gens qui auraient tendance à tu sais, à repousser la responsabilité sur la personne qui a choisi de se mettre en couple avec quelqu'un de potentiellement violent. Quelle compréhension tu mets, toi, là-dessus? Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré vers tel type de personne ou qui fait qu'un jour on se retrouve dans une relation de couple qui est plus du tout épanouissante avec potentiellement un contexte violent? Sur la base de ton expérience de vie et puis de ce que tu observes chez tes clients aussi, quelle analyse tu fais de tout ça, toi? Mais elle est très intéressante ta question parce que justement, elle n'est pas du tout culpabilisante et je fais bien justement la distinction entre la culpabilité et la Mmh. responsabilité parce que c'est d'ailleurs ce que je fais dans mes accompagnements et c'est quelque chose d'ailleurs dont je m'assure dès le départ dans mon accompagnement parce que je ne prends pas en fait tout le monde dans mes accompagnements parce que justement cette part de responsabilisation elle est très importante parce que quand on a pris conscience que effectivement même avec un profil aussi toxique que le pervers manipulateur narcissique, on a aussi, bien évidemment, notre part de responsabilité. Et en réalité, on a des failles même, je vais aller même plus loin, on a des failles narcissiques nous-mêmes en tant que victimes Ouais. dont on n'a pas conscience. Parce que justement, ce profil-là joue et appuie sur ces éléments-là, puisqu'au départ, en fait, il va jouer. Et d'ailleurs, c'est rigolo, c'est le post que je fais demain. C'est très rigolo que tu parles de ça parce que c'est Tu m'as la teasé, thématique de demain. Et je le sentais, on Maguette. est synchronisé. Ouais, c'est la synchronicité, ça. C'est l'univers, comme dirait Jérémy, tu vois. C'est fou, c'est fou. Et en fait, oui, c'est très important parce que dès le départ, en réalité, et tu posais la question, mais à partir du moment en fait qu'on a une dépendance affective, où on a des failles narcissiques, où on ne s'aime pas assez en fait soi-même, du coup, l'autre, et c'est typique de ce type de profil, ils vont nous donner tout ce dont on a envie parce que ce sont des prédateurs, ce sont des gens qui analysent dès le départ tout ce dont on a besoin, ils vont nous mettre dans une phase lune de miel où vraiment, en fait, ils vont analyser clairement, ils vont analyser tous nos besoins, toutes nos failles, toutes nos faiblesses. Et c'est là où c'est très compliqué aussi parce que du coup, enfin, on est souvent des profils où on se montre vulnérable, on est très empathe, on a une grande lumière, c'est ça qui les attire d'ailleurs. Et cette vulnérabilité qu'on donne au départ, parce que bah, c'est la base d'un couple, pour moi en tout cas, c'est la base d'un Mmh, couple sain, c'est-à-dire que bien quelle sûr. que soit, on va dire, la relation, même je parle même de couple sans parler de couple, c'est la base d'une relation saine. Et en fait, ils vont se servir de tous ces éléments-là
pour pouvoir après justement nous manipuler et appuyer sur nos failles narcissiques. Et souvent, ce qui se passe d'ailleurs, c'est qu'on se rend compte que c'est des gens, et c'est là où c'est intéressant, et on peut le voir dès le départ, en fait, qu'il y a vraiment un problème, c'est des gens, ils sont seuls contre tous. Ce sont souvent des gens qui vont nous parler des autres de façon très négative, et en Mhm. fait, on se sent très valorisé parce qu'on a le sentiment que nous, on est unique. Avec Ah. nous, il partage des choses. Nous, il va nous parler des secrets des autres. Mais il fait ça d'une façon très subtile où on a le sentiment d'être vraiment l'élu. Mhm. D'accord. Mais la vraie question, c'est de se poser la question si quelqu'un n'a pas de respect vis-à-vis des autres, si quelqu'un raconte les secrets des autres, si quelqu'un est tout le temps en train de dénigrer les autres, si quelqu'un n'a pas d'amis, si quelqu'un est tout le temps en train de voir les défauts de chacun, tôt ou Mhm. tard, ça va nous arriver aussi. Ah, ok. Et ça, c'est quelque chose. C'est un bon indicateur finalement ce que tu es en train de dire, c'est que observons le comportement de nos congénères vis-à-vis des autres et on peut savoir par anticipation ce qui va se produire dans les interactions de cette personne avec nous-mêmes finalement. Exactement, et c'est là où notre faille narcissique elle est à travailler aussi, parce que du coup, comme on est tellement en manque de confiance en nous, on est tellement en dépendance affective, il nous donne tellement, et il est Ouais. tellement en fait à nous opposer en fait à toute cette foule. Et on se dit, Mhm. puis forcément, il montre une image très valorisante de lui-même, hein, puisqu'il a fait un narcissique, voilà, il a une image très valorisante de lui-même. Du coup, on se sent en fait dans le clan de celui qui est bien Ouais. contre tous les autres. Et en Ouais. plus, comme il analyse très bien les choses, il va prendre nos valeurs qui sont profondes, parce que nous, on est très ouvertes à parler de nous, il va s'associer à ces valeurs-là contre les autres. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, quand quelqu'un est bienveillant, quand quelqu'un est humain, quand quelqu'un a des bonnes relations, il va l'être avec tout le monde. Il va comprendre que un tel va réagir comme ça parce qu'il a des blessures. Il va être empathique avec tout le monde. Quand on rencontre ce genre de personnes et qu'on se rend compte, je veux dire, c'est la première alerte à avoir. Si on se rend compte que quelqu'un est face au monde et qui critique tout le monde, que personne ne trouve grâce à ses yeux, il ne faut pas Ouais. s'attendre un jour ou l'autre. Nous, enfin, on sera dans le même bateau que les autres. Ok, d'accord. Et c'est super intéressant. J'ai trop de questions à te poser là-dessus. Première question Merci. qui me vient spontanément. euh, Ce comportement que tu décris, alors, je prépare déjà la deuxième question. Je te dis, après, il faudra qu'on parle quand même de cette notion du terme en lui-même, pervers narcissique manipulateur, qui, Hum, à mon sens, est ultra galvaudé. On l'entend partout. Et j'ai presque l'impression parfois que maintenant, dès que quelqu'un n'est pas satisfait de sa relation, il y a cette notion de repousser la responsabilité de l'échec de la relation chez l'autre en disant ouais mais de toute manière c'était un pervers narcissique hum. manipulateur, tu vois. Donc ça on en parlera, mais le premier truc que je vais te demander c'est euh, est-ce que le comportement que tu décris du pervers narcissique manipulateur ou du générateur de relations toxiques, peu importe comment on Oui. l'appelle, est-ce que c'est selon toi quelque chose qui est prémédité? Parce que tel que tu le décrivais tout à l'heure, il y avait un peu cette notion de personne calculatrice qui sait Hum, exactement ce qu'elle fait, hum, très manipulateur, hein, comme son nom hum. l'indique. Et finalement, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi une part d'inconscient là-dedans? Tu vois, finalement, un fonctionnement de la personne lié à ses propres blessures et dont elle a elle-même pas forcément conscience, tu vois? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que justement, moi, je suis très mitigée par rapport à Mhm. ça. Pour moi, il y a trois types de relations toxiques. Il y a la relation toxique avec le pervers manipulateur narcissique, qui est très rare, parce Mhm. qu'effectivement, c'est un calculateur, c'est un manipulateur, c'est un prédateur même. C'est-à-dire que Ouais. lui, il recherche sa proie avec minutie pour pouvoir justement arriver à se nourrir, hein. Clairement, ce sont des vampires affectifs. Et pour réussir à se nourrir, il va choisir minutieusement sa proie. Il y a le deuxième cas où la relation va être toxique, hautement toxique, et on va dire que les deux, en fait, dans le couple, vont nourrir cette relation toxique par des défaillances, on va dire, et des failles et des blessures narcissiques ou des blessures égotiques qui vont faire que la relation va être toxique parce qu'il y a des mécanismes toxiques. Et là, on va dire ça, c'est la relation la plus courante. Parce Ok. que, et je vais dire pourquoi, c'est la relation la plus courante parce que pour moi, vraiment, le socle des relations toxiques, c'est quand même les violences éducatives ordinaires. Depuis tout petit, on est éduqué dans les punitions, dans l'humiliation, dans l'isolement. Donc, tous ces éléments-là, on est dans le triangle de Karpman depuis tout petit. Nos parents se Mhm. positionnent en agresseur, des fois en sauveur, des fois en victime. Oui, mais si tu manges pas ça, tu vas faire de la peine à maman. Enfin, on a tous connu plus ou moins ça. Donc, la deuxième partie, effectivement, et c'est la plus courante, c'est les relations toxiques où les deux protagonistes, en fait, jouent en fait un rôle dans le triangle de Karpman où ils s'échangent les rôles petit à petit. Et à la fin, le problème, il est là, c'est que quand la séparation arrive, si personne des deux côtés ne prend ses responsabilités, les deux pensent que l'autre est pervers, manipulateur, narcissique. D'où le Voilà. fait qu'on entend tout le monde dire c'est un PNM, c'est une PNM, c'est un PNM. Et du coup, le terme est totalement galvaudé. Et pour revenir à premier point, le pervers manipulateur
étant narcissique, il est seulement à 2-3% de la population. Ok. Par contre, c'est un psychopathe. C'est un psychopathe qui n'est pas reconnu en DSM, et en psychiatrie, il n'est pas reconnu. Par contre, c'est un DSM, profil qui est quand DSM, même. c'est quoi, pardon? Alors, je ne connais plus le terme anglais, mais en gros, c'est en psychiatrie, quoi. Il n'est pas reconnu psychiatriquement avec une pathologie psychiatrique, tu vois. D'accord, ok. Et d'ailleurs, je pense que c'est quand même problématique, ça, parce que il a quand même des dysfonctionnements. Alors, c'est des dysfonctionnements qui sont, comment dirais-je, structurels. C'est-à-dire que c'est quelque chose où il a été mal construit. Donc, c'est pas la psychiatrie, c'est des maladies mentales. Donc, on n'est pas dans la maladie mentale qui est de naissance, on est dans la maladie mentale structurelle, tu vois. Mais je pense Mhm. qu'un jour, ça sera reconnu. Mais cette partie-là de la population, ils sont très peu. C'est des meurtriers aux gants blancs. C'est des gens qui, dès le départ, ils vous choisissent pour vous amener à votre perte. Ceux-là, Ouais. ils sont très rares. Le couple le plus classique, c'est le couple dysfonctionnel où ils sont dans Mhm. un triangle de Karpman, et c'est ce que je disais. Et la troisième solution pour moi, le troisième couple, c'est quand il peut y avoir un des deux, on va dire, qui est dysfonctionnel, ou qui a par exemple un rapport toxique avec l'alcool ou avec d'autres choses, et qui fait que, du coup, que ça déséquilibre la relation, et la relation en fait devient toxique parce que les deux ne sont pas forcément toxiques, mais il y a un élément extérieur, ça peut être des fois la famille, ça peut être l'alcool, ça peut être des fois un tiers, ça peut être voilà, et qui va faire que du coup la relation va être compliquée, mais les deux séparément ne sont pas toxiques. D'accord, ok. Waouh, tu as trop de trucs à nous partager, c'est trop riche. J'adore, j'adore. Finalement, ce que tu nous dis, c'est que le vrai pervers narcissique manipulateur, c'est presque un serial killer psychologique, quoi. C'est-à-dire que euh, son objectif, c'est un peu comme le serial killer, mais plutôt que de tuer physiquement la personne, il la tue moralement. C'est ça. Il a fait mourir un petit feu de l'intérieur, quoi. Et Ben, la réalité, vas-y. c'est que c'est même pas il l'a tué à petit feu. C'est-à-dire, même souvent, les vrais de vrais, ils le disent, hein. Moi, je sais que quand j'ai quitté le papa de ma grande, il m'a dit, tu finiras soit dans la tombe, soit à l'asile. Et la troisième éventualité qu'il n'a pas dit à l'époque, mais qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de me faire condamner à la prison. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, c'est une vraie mort. C'est une mort sociale, c'est une mort psychologique, c'est une mort. Ouais, Il veut ta perte, quoi. Et en ouais, plus, ce qui est très compliqué avec ce type de profil, c'est que comme ils ont. Alors, bon, on va pas rentrer dans le détail de ce que moi je pense de comment ils ont été construits et pourquoi ils sont comme ça, parce que ouais, même là, j'ai quand même de l'empathie pour ces profils-là. Donc, ça, ok, c'est assez difficile à entendre pour la plupart des gens, mais moi, je sais que voilà, j'ai quand même une empathie pour ces profils-là, parce que je pense que s'ils avaient été construits différemment, ils auraient pu être d'autres personnes aussi. Mais ça n'empêche pas que c'est c'est des gens qui ne vont pas hésiter. En réalité, ils ne voient pas l'humain en face, ils ne voient pas les humains. Les enfants vont devenir des armes de destruction massive, c'est-à-dire qu'ils peuvent, pour attaquer la mère, pour en arriver c'est ce qu'on appelle les violences, en Espagne, c'est ce qu'on appelle les violences vicariantes. C'est-à-dire qu'ils peuvent en arriver à tuer leurs enfants ou à détruire leurs enfants pour que la mère meure aussi. ah, Donc, waouh, ce type de profil-là, ils sont, et heureusement, extrêmement rares. d'accord. Ils sont prêts à tout instrumentaliser pour C'est mener ça, la personne à sa perte. Ok. c'est Et ça. du coup, toi qui es experte sur le sujet, euh, quelle, euh, quelle recommandation tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent pour faire une distinction claire entre oui, je suis en train de faire face à un pervers narcissique manipulateur, ou je suis juste dans une relation toxique à laquelle moi-même je contribue par mon comportement. Ce serait quoi les distinctions essentielles, selon toi? Alors, c'est compliqué parce que moi, aujourd'hui, quand j'accompagne les femmes, justement, je les accompagne sur la distinction des signes toxiques. Parce que je pense qu'à Ok. partir du moment déjà où on s'extrait d'une relation toxique, on arrive soi-même à s'extraire de ça, on ne rentre plus dans des relations toxiques puisqu'on refuse, en fait, par la communication non violente, par justement le côté, ce que je disais tout à l'heure, le fait d'être pleinement soi-même, de réussir, on va dire, à être d'être intègre. Et je Mhm. pense que plus, en fait, on arrive à faire ça, plus en face, si l'autre justement appuie sur des mécanismes, par exemple, je sais pas, mais par exemple, on va assumer une faille et on va en parler. Si l'autre derrière va appuyer sur cette faille-là, ça peut être, on va dire, quelque chose de dysfonctionnel dans le couple. Si on en parle à cœur ouvert, qu'on dit à la personne, écoute, là, quand tu fais ça, ça me blesse. Ça, c'est quelque chose qui déjà est fragile en moi. Je vais essayer de travailler dessus pour pas que toi, bah, voilà, ça contribue, on va dire, au mal-être dans notre couple. Mais si l'autre, par exemple, appuie avec insistance sur une faille, une faiblesse ou une blessure qu'on a, déjà dire non, je veux dire, on s'en fiche en fait que ce soit toxique, hautement toxique ou que ce soit PNM, on s'en fiche. À partir du moment où nous-mêmes, la relation, elle n'est pas dans le respect absolu de qui on est et de ce qu'on peut être soi-même avec l'autre, c'est non. Et c'est D'accord. stop.
Et en fait, C'est c'est ce que moi fixer ses j'apprends. limites, ce que tu dis. C'est ça, Euh, c'est finalement détecter les indicateurs où la personne, elle exploite les failles, les vulnérabilités que tu as partagées ouvertement dans l'optique de construire quelque chose de sain. Quand c'est elle ça, commence à exploiter ça contre toi, c'est là, ça, tu as un indicateur que peu importe le qualificatif que tu vas mettre dessus, il faut arrêter, quoi. c'est C'est ça. ça. C'est D'accord. ça. Et là, c'est là où c'est important d'avoir travaillé sur sa dépendance affective. C'est Oui. là où c'est important d'avoir travaillé sur le fait de s'assumer pleinement et d'avoir assumé ses propres failles. Parce que dire à l'autre on a telle faiblesse et que l'autre appuie dessus, si on n'arrive pas à dire stop, là, c'est pas OK pour moi, bah, du coup, ça peut au contraire créer une fragilité dans le couple. Et en fait, ça crée un déséquilibre. Et c'est là où c'est hyper important aussi de savoir poser ses limites, OK. clairement. Ok. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que, on l'a évoqué rapidement, mais que les personnes n'arrivent pas à faire ça, justement? N'arrivent pas à dire stop, n'arrivent pas à fixer leurs limites, comme tu dis, en fait. Parce qu'on ne nous l'apprend pas. On nous l'apprend On ne nous pas? l'apprend pas. Enfant, on ne nous l'apprend pas. Quand tu réponds, tu es désobéissant. Si tu réponds, tu n'es pas dans le respect de l'adulte. Enfin, tu as beaucoup d'adultes qui confondent énormément respect et soumission. Énormément. Un enfant Mhm. répond, même s'il répond de façon correcte, on va lui dire t'es pas correct, t'es pas voilà, t'es pas poli, alors que non. Moi j'ai même eu le cas de personnes âgées hein, avec qui j'étais pas d'accord et pourtant j'ai changé de façon très respectueuse et qui se sont énervées en me disant tu me manques de respect, tu n'as pas à me contredire. Mais non, ça c'est de la soumission que vous me demandez, c'est pas Ah, du respect, tu vois. ah, Et on le waouh, voit, ok. les générations, nous encore, on est une autre génération. Enfin, je pense qu'on a à peu près le même âge. On a élevé nos enfants déjà dans une autre façon de faire, mais nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'était le respect de l'adulte absolu. Enfin, Ouais. l'adulte avait tout le temps raison et l'enfant devait se taire. Donc, qu'est-ce que tu veux apprendre à poser tes limites quand tu commences à les poser des fois même. Enfin, moi, je vois mon père, mon papa, à 40 ans, il a commencé à dire non à son propre père, tu vois. Ah ouais, waouh. Ok, donc les schémas éducatifs qui nous nuisent beaucoup, ouais. Oui, Ok, oui. ok. Du coup, on parle beaucoup là, pardon, hein, j'ai les questions qui me viennent un peu spontanément, mais on parle beaucoup de la relation de couple là, on parle beaucoup de ce qui, des signes des dysfonctionnements, des indicateurs au dysfonctionnement. Toi, quelle recommandation tu aurais à formuler aux personnes qui nous regardent pour justement sortir de ça et rendre son couple fonctionnel? Si tu devais donner trois recommandations pour faire pleinement fonctionner un couple, qu'est-ce qui est clé pour toi pour sortir de tout ça et installer, voire même au-delà d'en sortir, dès le début, installer quelque chose de sain et de constructif dans la relation pour que tout le monde s'épanouisse, puisque c'est un peu le sujet aussi de, Oui, notre, oui. de l'interview. Alors, moi, je dirais que la première clé, c'est déjà d'être bien avec soi-même. Ouais. Avant de vouloir à tout prix se mettre en couple, Mmh. déjà réussir à être heureux soi-même, ça porte, en fait, savoir se nourrir soi-même de choses positives, d'être heureux soi-même, de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, d'apprendre à bien se connaître. Parce que je pense que pour moi, la clé, c'est quand même le respect et la communication. Je pense que ça fait partie des bases, quelle que soit d'ailleurs la relation, on parle de couple, mais quelle que soit la relation, le respect et la communication, selon moi, c'est la base. Et je pense que c'est compliqué de communiquer quand on ne se connaît pas déjà soi-même. Je pense que la plus grosse erreur qu'on fait souvent, c'est d'attendre de l'autre qu'il nous rende heureux, en ne sachant Mmh. pas nous-mêmes qu'est-ce qui nous rend heureux. Ah oui, OK. Comment D'accord. tu veux demander à quelqu'un qui te comble si Bien toi-même tu sûr. sais pas ce qui te comble, tu vois? C'est Mmh. juste, et ça fait partie, je pense, de la base. C'est-à-dire que réussir déjà à être bien soi-même et que l'autre soit la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que vraiment qu'on soit suffisamment bien pour si ça ne va pas, savoir dire stop et se retrouver dans son espace à soi où on se sent bien. Ouais. Pour moi, selon moi, c'est la clé, quoi. Ah mais je suis totalement d'accord avec toi et ça me fait marrer cette expression, la cerise sur le gâteau. Je fais juste une petite parenthèse au passage parce que, je parlais justement parce que j'avais la même conception que toi, là-dessus. Je parlais de ça avec mon hypnothérapeute un jour et je lui disais que moi, ce que je recherche, c'est vraiment la cerise sur le gâteau sur le magnifique gâteau de ma vie, je l'ai même dit Oui, c'est ça. et mais elle m'a fait cette remarque intéressante, je te la livre telle quelle, tu me diras ce que tu en penses. Elle m'a dit: «Guillaume, ça prend quand même pas beaucoup de place, une cerise sur un gâteau». Tu vois? Sous-entendu, est-ce que vous êtes prêt, Guillaume, à laisser de la place à quelqu'un dans votre vie? Tu vois? J'ai trouvé sa remarque, Oui, c'est intéressant. intéressante, tu vois? Alors, ouais, en fait, elle est intéressante, mais je trouve que si, quand même, cette phrase, elle a son sens, dans le sens où, justement, si la personne en face de toi, c'est le gâteau, et que toi, t'as que la cerise, c'est là où tout Oui, s'écroule, et c'est là où tu es prêt à accepter n'importe quoi. La cerise ouais, sur le gâteau, ça veut bien dire que c'est. En fait, pour moi, ça veut dire que la relation ne doit être que du bonus. Alors, ouais, évidemment qu'il peut y avoir des disputes, évidemment peut y avoir des dysfonctionnements, enfin, on est humain avant tout, enfin, à un moment donné, il faut pas non plus, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais
à partir du moment où la relation ne nous est plus, et moi je pense vraiment, je pense en termes d'équilibre, à partir du moment où la relation nous fait plus de mal que de bien, c'est pas OK. Mhm. Ouais. Ok. Moi, j'ai trop de questions à te poser. Déjà, est-ce que par rapport à la question d'origine sur les recommandations pour faire fonctionner un couple, est-ce que tu as des éléments à rajouter? Donc, tu nous disais déjà se connaître soi-même, savoir ce qui nous fait du bien à soi-même avant d'attendre que ça vienne de l'autre. Je trouve ça essentiel aussi. Est-ce que tu as d'autres choses à mettre en avant? Oui, moi je dirais que, enfin, pour moi, c'est le respect. C'est-à-dire Ok. que pour moi, c'est la clé de tout. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a un manque de respect, alors là aussi, il y a plusieurs schémas aussi dans le manque de respect. Mais s'il y a un manque de respect, on va dire, tu vois, je parle souvent des limites qui sont acceptables et des Ouais. limites qui ne sont pas acceptables. Alors souvent, on me dit, mais ça sert à quoi de mettre des limites si c'est acceptable? Parce que pour moi, la limite acceptable, c'est la limite qui... Et c'est là où d'où l'importance de se connaître bien soi-même. Parce que Oui. parfois, il y a des choses qui ne sont pas acceptables pour nous par rapport à notre vécu, par rapport à notre perception des choses. Et si l'autre, quand on lui formule les choses clairement, d'où l'intérêt aussi de parler, et donc j'allais venir à ça, à la communication et de savoir communiquer sainement, si l'autre, on Ouais. lui formule les choses de façon saine et qu'il n'entend pas que pour nous, c'est important, pour moi, qu'elle soit toxique ou pas, la relation, elle ne sera pas viable. Ok. Si la personne n'entend pas déjà que si quelque chose est important pour nous et que pour lui, ça ne l'est pas, à un moment donné, si ça devient répétitif, il va y avoir en fait un déséquilibre dans le couple. Donc pour moi, c'est vraiment ça, le respect, la communication et le fait de se sentir très bien avec soi-même. Ouais. Pour Ok. répondre à ta question, du coup. Ouais, non, mais c'est super, super intéressant ce que tu dis. Et il y a aussi cette notion dans ce que tu disais d'accepter aussi que l'autre puisse ne pas voir les choses telles que nous, on les voit, n'ait pas les mêmes références, les mêmes standards de vie, et que finalement, s'il nous dit pour lui, c'est pas acceptable, eh ben, l'accepter et ne pas commencer à le contester, en fait, à essayer de le, de discuter ça et de le ramener à notre propre perception des C'est choses, ça, quoi. Ce c'est qui arrive ça, souvent, finalement. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on appelle vouloir changer l'autre. ouais, exact, exact. Euh, quel rôle joue selon toi aussi, parce que tu parlais aussi de cette notion de, OK, à partir du moment où je m'épanouis plus dans mon couple, où ça ne m'aide plus à grandir, ben, il faut que je me pose la question, est-ce que je continue ou est-ce que je sors de tout ça? Euh, Moi, c'est une thématique qui m'est chère, et on l'a évoqué un petit peu rapidement. Quel rôle joue selon toi la culture, la société, dans tous les schémas qui nous sont martelés en tête depuis notre plus tendre enfance et avec quelles conséquences par la suite? C'est très intéressant ce que tu dis. J'aime beaucoup ta question parce que justement, je trouve que culturellement, quand tu vas, moi j'ai beaucoup voyagé, alors je sais pas toi si tu as beaucoup voyagé, mais moi j'ai quand même beaucoup voyagé. Et justement, c'est là où c'est très intéressant, c'est quand on voit par exemple qu'en France, on va parler de la France, mais culturellement, c'est un homme, une femme, il faut être fidèle, il faut rester ensemble, il faut se battre jusqu'au bout. Enfin, ça, voilà, on a été élevés comme ça, quoi. Mmh. C'est bien. Souvent, en plus, on se bat jusqu'au bout. C'est souvent à la femme beaucoup de se battre jusqu'au bout, d'accepter beaucoup de choses. Enfin, c'est souvent quand même le schéma qu'on nous a donné. Et, Ouais. moi, je pense que quand, à un moment donné, alors c'est toujours pareil, c'est vrai que quand la relation est dysfonctionnelle, des fois, ça peut arriver dans des périodes, surtout sur des longues périodes de couple, quand on fait, enfin, au bout de 2 ans, 3 ans, voilà, c'est encore tout beau tout rose, mais au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il y a forcément des choses qui se mettent en place, voilà. Et je pense que c'est toujours important, s'il y a de l'amour et du respect, je tiens beaucoup à ma notion de respect. S'il y a de l'amour et du respect, je pense que c'est important de pouvoir trouver des solutions avec un regard extérieur, un thérapeute de couple ou quelque chose comme ça. Si à un moment donné, la relation est trop déséquilibrée, c'est-à-dire qu'il y a un vrai rapport gagnant-perdant et que c'est toujours du même côté, pour moi, il n'y a pas de débat en fait. Il n'y a même plus de questions à se poser. Si à un moment donné, vraiment, il y en a qu'un qui fait des efforts et l'autre pas. Pour moi, l'amour, enfin l'amour, l'amitié, les relations, c'est une énergie qui circule. Ouais. Si à un moment donné, il y en a un qui coupe cette énergie-là et qui en plus ne respecte pas l'énergie qui circule, c'est pas OK. OK. Moi, de mon point de vue, c'est pas OK. Si les OK. deux font l'effort de faire circuler l'énergie, même si c'est maladroit, on peut trouver en fait de l'aide extérieure pour pouvoir aider, on va dire, à faire circuler cette énergie, à retrouver. Parce que bon, bah, des fois, moi, je peux parler de mon cas personnel. Je suis en pleine séparation. Ça fait 13 ans que je suis avec mon mari. On a vécu des épreuves qui ont fait qu'il a sombré dans l'alcool à un moment donné. Là, ça va mieux. Mais du coup, ça a créé des dysfonctionnements. Par contre, à aucun moment il y a eu un manque de respect entre nous. À aucun moment il y a eu la confiance aussi. J'ai pas parlé de la confiance, mais c'est pour moi une des clés essentielles, le fait d'avoir confiance l'un dans l'autre. Et il a toujours essayé de m'entendre, comme j'ai toujours essayé de l'entendre, et on a toujours communiqué sainement. Et Mmh. ça, pour moi, quel que soit même, en fait, que la finalité soit la séparation ou pas, au final,
on a des enfants ensemble, on reste en fait une famille. Ça Ouais. aussi, cette notion de famille, elle est très importante pour moi. On dit souvent que quand les gens se séparent, on n'est plus une famille, mais pas du tout. Enfin, nos parents, on ne vit pas avec et on reste une Oui. famille. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Tu vois, les cousins, on ne vit pas avec, on les voit de temps en temps, ça reste notre famille. Alors pourquoi, quand on se sépare, quand on a des enfants ensemble, on ne peut pas garder cette notion de famille? Mmh. Alors moi, je Est-ce vais te qu'on dire, n'en je revient perturbe. pas est-ce qu'on n'en revient pas là aux idéaux et aux schémas qu'on a en tête, quoi? Si, c'est Heu, ça, mais exactement, je réponds à ta question. En fait, c'est là où ouais, c'est très culturel. Tu te sépares, tu n'es plus une famille, mais pas du tout. Enfin, moi, je sais que, tu vois, on a eu un rendez-vous avec la directrice de l'école, là, il y a 2 jours par rapport à notre petite. On est hyper soudés, quoi. On arrive, ouais. on est une famille. Et elle nous a dit, c'est très questionnant de vous voir comme ça, en sachant que vous êtes en séparation. Mais oui, on est séparés, ok, parce qu'on a des dysfonctionnements de couple qui font qu'on est séparés, mais on s'aime quand même, parce qu'on Mmh mh. s'aime quand même. Et on aime nos enfants, et on est au-delà d'une équipe parentale, parce qu'elle a employé ce terme, le fameux terme d'équipe parentale. Au-delà de l'équipe parentale, on est une famille, on reste une Ouais, famille, tu vois. Et ça super. perturbe beaucoup de gens, hein, je te le dis clairement, Ah ça non, mais je perturbe beaucoup de gens, comprends. ma façon de voir les Mais choses, je hein. comprends. Et là, je pense que j'anticipe un petit peu ce que les personnes qui regardent cette interview ont pu se dire quand tu as dit: «On s'aime quand même» et c'est là-dessus que j'ai envie de te questionner maintenant. Tu vois, Mmh, cette notion de d'amour qui perdure même entre des personnes qui sont séparées mmh. ou alors qui n'ont pas pu vivre pleinement leur relation pour X raisons, alors qu'elles ont une super connexion. Comment toi tu vois les choses, par rapport à tout ça? Parce que c'est vrai qu'encore une fois, pour revenir au schéma de la société, on a en tout cas, c'est ma perception que je te partage là. Trop souvent, un peu cette impression que l'amour, c'est, un sentiment, qu'on dédie à une unique personne et qu'il faudrait dédier à cette unique personne pour toute notre vie et que, Mmh. si on «répartit» entre guillemets ce sentiment, sur plusieurs personnes différentes avec qui on se sent bien, c'est mal, c'est vraiment mal. Tu Mmh. vois ce que comment Et tu places pourtant, toi par rapport à ça? alors c'est là, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que moi, c'est là où je ne comprends pas, en fait. Et tu vois, je suis Ouais, comme toi dans l'incompréhension, parce que pour moi, l'amour, c'est quelque chose justement qui va au-delà de vivre ensemble, qui va au-delà même de se voir ou de se parler. On peut aimer quelqu'un et ne pas, par exemple, réussir à s'entendre. Ça n'empêche pas qu'on peut reconnaître l'autre dans la valeur qu'il a, dans ce qu'il oui, est profondément, et juste qu'en termes de communication, ça peut ne pas fonctionner, ou qu'il peut y avoir des éléments au quotidien qui ne fonctionnent pas. Et là où je trouve ça très intéressant, c'est que pourtant, tu vois, c'est marrant parce que c'est vachement, j'adore. En fait, dans le couple, si tu aimes plusieurs personnes, que tu as le cœur, on va dire, qui est ouvert, parce que c'est ça la réalité, c'est que quand tu as le oui. cœur ouvert et que tu peux aimer plusieurs personnes à la fois, les gens vont parler de polyamour, tu vois, mais la Mmh, réalité, c'est que non, en réalité, tu peux aimer une personne pour certaines choses, une autre pour certaines choses, et ça n'enlève rien, en fait, aux qualités et aux défauts des uns des autres, tu vois. mmh. Par contre, pour tes enfants, là, tu as intérêt à tous les aimer pareil. Mais Ah qu'est-ce oui, qui change dans le cœur si tu réfléchis, tes parents de 3, 4, 5, 6, 10 enfants? Tu les aimes tous pareil, tes enfants. Tu reconnais leurs ah! qualités, leurs défauts, et tu les aimes. Enfin, le cœur, il grandit à chaque fois, tu vois. Enfin, Ah moi, je ouais, sais que ma fille, c'est ce que j'ai expliqué à ma grande quand la petite est arrivée. J'ai dit, mais tu sais, mon cœur de maman, ta place, elle sera toujours là. Et mon cœur, en fait, le cœur, il se partage pas, il grandit en ouais, fonction des gens que tu. Et ça marche comme ça aussi avec les amis. Enfin, mmh, c'est pas parce que tu as 3, 4, 5 amis que tu rencontres quelqu'un d'autre avec qui tu t'entends bien que d'un coup, tu n'es plus ami avec les autres. Et ouais, pourquoi cette notion, et tu parlais de culture, et pourquoi cette notion culturelle de l'amour, elle est là à se dire, oui, alors j'aime une personne et je ne peux pas en aimer une autre. Pour quelle raison? ouais. Ouais, Et je c'est terrible, pense, hein. C'est et terrible je ce que tu pense que, dis. Vas-y. ouais, non, et je pense que plus tu es riche, en fait, plus tu as le cœur ouvert, plus tu as de passion, plus tu vas être ouvert à des tas de choses, plus tu peux avoir d'affinités, par exemple, littéraires avec quelqu'un, des affinités, par exemple, musicales avec un autre, ça peut être des affinités sportives avec quelqu'un d'autre, et tout le monde n'est pas réuni, en fait, dans une seule et même personne. Et pourquoi toutes ces facettes de ta personnalité, de ta façon d'aimer, enfin, chaque personne peut nourrir une partie de toi qui peut Mmh, être, enfin, pour quelle raison ça serait pas OK, en fait? Si vraiment, dans l'absolu, tu y penses, pourquoi ça serait pas OK, tu vois? mmh. Finalement, est-ce que le problème de l'amour, c'est pas de le restreindre à la relation amoureuse, tu vois? Moi, c'est ce que je crois. Ouais, moi Moi, aussi, c'est c'est ce ce que que je je crois. crois. C'est ma perception à moi. Que Mais je sais qu'elle est rare, ma perception, hein. mais oui C'est et que l'amour est beaucoup plus universel que ça, que l'amour, il mmh, est dans toute il est dans interaction tout. sociale qui se Mmh. déroule bien et qui, comment dire? Qui fait grandir, chacun de ses participants, tu vois? Je veux dire, même là, entre toi et moi, dans cet échange sur l'amour, il y a déjà de l'amour aussi, tu vois? Parce qu'on passe un Oui, super c'est ça. moment, qu'on Mmh. partage plein d'idées et que c'est très cool, quoi, tu vois? Et l'amour, c'est un Mais sentiment pur, en fait. Et je trouve que c'est bien ça qui est sûr, triste. C'est en fait, on le galvaude à un truc sexuel, ouais, on le galvaude à un truc de couple, on le galvaude à un mariage, on le galvaude à des contrats. Et en à de la réalité, c'est quelque chose possession, de tout ça, ouais. beaucoup
plus Ouais. large que ça, quoi. Ah C'est ouais, bien quelque chose sûr. de tellement fort Ouais, qui est partout, en fait. Il est avec la nature, avec les animaux, avec la musique. Enfin, quand on ouais, écoute la musique et qu'on vibre, c'est de l'amour. C'est de ouais, l'amour pur, bien sûr. enfin, tu vois. Ouais. Ça, c'est marrant que tu parles de vibration parce que euh, j'avais rencontré une fois, bon, quand je fais des longues randonnées comme ça au milieu de la pampa, je sollicite le couvert chez le gîte et l'habitant au gré des gens que je rencontre. Et j'avais parlé de ça une fois avec un mec et il m'avait fait cette définition de l'amour que je trouve géniale. Il m'a dit, c'est Guillaume, pour moi, l'amour, c'est la vibration des âmes qui se Mm. synchronisent et entrent en résonance. J'ai trouvé ça génial C'est tellement vrai. comme En vrai. définition, tu vois? Et quand tu dis ça, tu sors de cet amour instrumentalisé, cet amour de possessivité, Mm. cet amour, qui vient juste finalement nourrir ton besoin d'être rassuré sur le fait que, l'autre, il va venir, combler tes lacunes, tes failles, tes Mm. blessures, par, l'attention, la considération qu'il va te donner, tu vois ce que Ouais. Mais je vois très bien parce que moi, on m'a souvent reproché d'être un électron libre. ah Mais oui, même en couple, même marié, même avec des enfants, même avec une maison, mon mari me le dit. Il me dit, tu as toujours été un électron libre. Ce qui me ouais, retient, c'est la vibration et rien d'autre. C'est-à-dire ouais, qu'à un moment donné, s'il n'y a plus de respect, s'il y a quelque chose qui ne me va pas, je ne suis pas. Et c'est terrible parce qu'au final, j'entraîne tout avec moi dans ce que je ressens et ce qui est important pour moi. Mais je pars du principe qu'à un moment donné, s'il n'y a plus de, l'énergie ne circule plus parce que j'aime bien parler de ça. Vraiment, je trouve que c'est important. Parce que mmh, pour moi, que ce soit amical, avec nos enfants, avec tout, si l'énergie ne circule plus, c'est qu'il y a à un moment donné quelque chose qui bloque. Et quand l'énergie ne circule plus et qu'il y en a un des deux qui bloque l'énergie, pour moi, c'est plus OK. Voilà. En fait, je résumerai vraiment à ça parce que je trouve que ouais. c'est ça. Après, quand tu dis c'est plus OK, ça veut pas dire non plus qu'il faut tout lâcher tout de suite. C'est aussi, Non, ça veut ah dire qu'il non, faut savoir mettre les choses sur la table pour en parler, c'est ça. pour faire en sorte que ce soit nouveau OK. Et si après on n'arrive plus à faire en sorte que ce soit OK, ben on prend les mesures adéquates et chacun passe à autre chose. Que C'est ça. finalement, je suis assez d'accord avec toi, l'objectif, tel que moi je le perçois en tout cas de notre passage sur terre, c'est quand même de s'épanouir quoi, tu vois? Mm. De mener une existence qui est pleinement satisfaisante et qui nous permet de grandir un petit peu. Mm. En tout cas, c'est ma vision des choses. Peut-être que Je suis d'accord avec toi. pour les gens, Si on a la même, je peut-être suis d'accord avec toi. peut-être qu'il y a plein de gens pour qui c'est la stabilité, la sécurité, et de tout cadrer. Mais bon, voilà. Je crois que ça, c'est un leurre. Moi, je crois personnellement que c'est un leurre. Les gens qui pensent être tout le temps dans une vie stable et cadrée, tout ça, c'est des gens qui étouffent beaucoup leurs émotions, qui étouffent beaucoup, qui sont des fois même dans le déni complètement de ce qu'ils peuvent avoir traversé et vécu. Après, c'est OK. Hein. Après, voilà, il n'y a pas de jugement derrière ça. Hein. Mais Ouais, moi, c'est ma croyance, en fait. C'est en tout cas ouais, ma moi, croyance. j'ai un peu la même et je pense que c'est pour ça que on on s'amuse bien, toi et moi, dans cet échange parce qu'on a des idées un peu proches. Je le vois, dans les posts qu'on peut partager, toi et moi, sur Facebook, on est Mm. souvent alignés. Hem, une autre question que je voulais vraiment te poser tout à l'heure et j'ai fait un effort surhumain pour pas l'oublier. Attention, question compliquée, hein, je te fais un teaser là-dessus. Tu parlais, tout à l'heure de commencer par s'aimer et se connaître soi-même. Et tu vois, c'est vrai que finalement, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ça, ça peut être une recommandation assez vague. Quelles, quelles actions concrètes tu mettrais, toi, sur le fait de s'aimer soi-même, de se connaître soi-même? Qu'est-ce qu'on peut faire, les personnes qui regardent cette interview, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en œuvre pour commencer à se connaître soi-même, à vraiment s'aimer? Alors, c'est vrai que c'est compliqué, ça. Souvent, Mm. moi, ce que j'essaye de faire, quand, par exemple, c'est dans le cadre de mes accompagnements, j'essaye de reconnecter la personne que j'ai en face à son enfant intérieur. OK. Parce que souvent, c'est dans la petite enfance qu'on sait réellement qu'est-ce qu'on a aimé. Moi, par exemple, je suis une passionnée de musique, je suis pianiste, je joue du piano depuis l'âge de mes 3 ans. À Ouais. 3 ans, je suis tombée amoureuse du piano et je sais qu'aujourd'hui, dans les moments très difficiles de ma vie, quand ça va vraiment pas, c'est mon piano. Mon piano, c'est mon OK. meilleur amant. Vraiment, clairement, les blanches, les noirs, je m'éclate dessus. Voilà, c'est une osmose totale. Et quand ça va vraiment pas, c'est vraiment ma vibration, tu vois. Il y en a d'autres, ça va être la nature, ça va être le jardinage. Il y en a d'autres, ça va être la peinture. Il y en a d'autres, ça va être le sport. Enfin, tu vois, chacun a ça. Et je pense que souvent, quand, en tout cas, après c'est compliqué. Des fois, je tombe sur des gens qui sont tellement dans les traumatismes et qui ont tellement bloqué en fait toutes leurs sensations d'enfant qu'ils ont du mal à se reconnecter à ça. Et ce que je leur conseille dans ces cas-là, c'est bah, d'essayer plusieurs activités par semaine, une fois par semaine, changer d'activité, essayer de voir en fait dans quoi il y a quelque chose qui commence à... Parce que
Enfin, moi, je suis très connectée à mon enfant intérieur. Je suis toujours la petite fille que j'ai été quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, enfin, j'ai même pas l'impression d'avoir grandi. En fait, d'ailleurs, j'ai pas beaucoup grandi. Bon, enfin, bon, ça, c'est un autre débat. Mais voilà. Mais je suis toujours connectée à. Je sais qui je suis, je sais qui j'étais enfant, je sais qui j'étais ado, et j'ai pas l'impression que la Magali petite, qui est aujourd'hui femme à 45 ans, elle est différente en fait. Elle a juste grandi, évolué, cheminé, tu vois. Et je trouve que c'est très important et se réussir si on y arrive, de se reconnecter à cet enfant intérieur. Et si on n'y arrive pas, bah à ce moment-là, de trouver moi je dis souvent d'ailleurs à mes accompagnées parce qu'elles vivent souvent des choses extrêmement dramatiques, hein, c'est d'essayer de faire au moins 3 fois par jour quelque chose qui leur font du bien Ok. et, et que ça devienne une habitude. Et que quand cette habitude sera posée, à la fin de la journée, le fait d'avoir fait ces 3 choses positives, alors minimum, hein, après on peut en faire plus, hein. Moi je suis pas à Ouais, 3, bien hein, loin sûr. de là, mais disons que déjà pour commencer, parce que des fois c'est difficile même 3 choses à trouver, mais de faire 3 choses dans cette journée qui vraiment te font du bien. Ça peut être manger aussi, moi je suis une gourmande, j'adore manger, donc faire un bon repas par jour, c'est quelque chose qui est important pour moi, de manger équilibré, de manger un truc qui me fait du bien, c'est important. Il y a la musique, ça peut être le sport, enfin, après chacun a ses modes, on va dire, de connexion. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est quelque chose que je dis souvent quand on dit aux ados qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et je trouve ça super con comme question, mais vraiment, quoi. C'est qu'est-ce que tu aimes faire aujourd'hui, la vraie question. Qui Ouais. fera que demain, tu auras envie de faire ça, tu vois. Enfin, qu'est-ce Ah que tu ouais, veux faire plus tard? j'adore. Elle est stupide, cette question. Enfin, plus tard, Ouais, déjà demain, ils ne savent pas où ils vont aller, les pauvres. Ils ont 14, ouais, 15 ans, 17 ans. Demande-leur qu'est-ce qu'ils aiment faire là, maintenant. Et ce qu'ils ouais, aiment faire aujourd'hui feront qu'ils auront envie d'aller vers ça. Et après, ils travailleront plus un seul jour de leur vie parce qu'ils feront ce qu'ils aiment. Et tu ouais, vois, et on est tellement déconnecté de ce qu'on était enfant, de ce qu'on aimait enfant, parce que ben, on est souvent avec des parents qui vont pas aimer, par exemple, l'art, et puis ils vont dire, ah, c'est des conneries, elle va pas faire du piano. Enfin, moi, ça n'a pas été mon cas, mais tu vois, où ça ouais. va être, oui, mais travaille, deviens médecin, deviens. Enfin, et on est complètement déconnecté de qui on est, en fait. On ne sait même plus ce qu'on aime. Moi, j'ai des gens qui me disent, je sais même plus, je sais pas ce que j'aime, je sais pas ce qui me fait du bien. Et je trouve ça d'une. Enfin, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, mais comment c'est possible en fait? Ah, c'est Enfin, moi, terrible. je sais ce qui me fait du bien, tu vois. Ouais. C'est un truc, et C'est j'ai un, cette chance-là. ouais, un peu comme si on avait éteint leur enfant intérieur, quoi. C'est terrible. C'est ça, Ouais. c'est ça. J'adore ce que tu partages là. J'avais jamais songé à ça, cette notion de qu'est-ce que tu veux faire plus tard. C'est vrai que c'est terrible, quoi. Mais C'est oui, la question par excellence qui te sort de l'instant présent et qui te met de la pression sur ce que les choses elles devraient ça, être ou pas être plus tard. C'est fou, quoi. Et ouais, finalement, on a beaucoup parlé de la relation de couple. C'est un peu pareil. Alors là, c'est moi qui vais poser mes croyances peut-être. Mais est-ce que finalement, la déclinaison à la vie sentimentale de ce qu'est-ce que tu veux faire plus tard du monde professionnel, c'est pas le mariage en quelque sorte, tu vois, de dire ce que je veux faire plus tard dans ma vie sentimentale, c'est être marié avec toi. Mais c'est ça. et tu vois, et je trouve ça toujours un pari sur l'avenir ultra risqué en fait, hein, parce que tu sais pas du tout C'est clair, si ce pari sur l'avenir que tu fais, il sera encore valide dans c'est 15 ans, clair, peut-être même dans 2 ans déjà, tu auras déjà plus c'est du clair. tout envie de ça, quoi, tu vois. Mais c'est ça. Et Mais de toute façon, à partir du moment où tu poses un contrat sur de l'amour, c'est plus de l'amour. ah, bah oui. Ah, j'avais jamais vu les choses comme ça. J'adore, j'adore. Bien Et sûr. pourtant, j'étais une adepte du mariage, hein. Moi, je suis une adepte vraiment. C'est-à-dire, je me suis mariée 2 fois, hein, donc 2 divorces. Ouais, Donc, on ne peut pas dire que j'étais contre le ouais, mariage. Mais aujourd'hui, tu vois, ben, et c'est là où j'ai grandi beaucoup dans mes 2 dernières années. C'est que pour moi, à partir du moment où tu poses un contrat sur de l'amour, enfin, tu ah peux bah pas oui. imposer de l'amour. Tu peux pas Ouais, imposer de l'amour. Enfin, l'amour, c'est la liberté de partir, de venir, enfin, tu coupes la vibration. Un contrat, c'est couper la vibration. ouais. Et pourtant, on aspire presque toutes à ça, on va dire. C'est ce qu'on nous Oui, apprend, mais ça aussi, c'est culturel, tu disais ça. ouais, Mais ça aussi, ouais. c'est culturel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous apprend, petite, moi j'ai entendu, petite, si tu fais ça, tu n'auras pas de mari. Fuck, j'en ai eu Ouais. 2. Non, mais je rigole, tu vois. Non, mais je rigole, c'est un peu ça. Mais à un moment donné, j'ai entendu des trucs quand j'étais petite où je me disais, mais c'est comme si c'était le Graal, quoi, tu vois. Ouais, Tu l'objectif trouves un mari, ultime, c'est le quoi. Graal. Ouais. Et ma Ah, grande c'est fille, je vois, terrible. elle a 18 ans, elle veut surtout pas se marier, je te le dis, hein. Elle, ce qu'elle veut, Ah c'est ouais, voyager, c'est faire ses études, elle veut avoir un grand appart, enfin, elle n'a pas du tout cette notion de vouloir se marier, ni même d'avoir des enfants, hein. Donc, c'est clair. Non, mais je trouve ça super éclairant ce que tu partages sur. On parlait tout à l'heure d'instrumentalisation de l'amour. Est-ce que finalement, le mariage, c'est pas l'instrumentalisation ultime de l'amour, tu vois? si, Ou alors là, je partage ma solution à moi par rapport à ça que j'ai déjà entendu et que je trouve très chouette. D'ailleurs, ce que ma sœur et mon beau-frère, ils ont fait, c'est d'abord, on vit ensemble, on incarne l'amour au quotidien
Et après, au bout de 15, 20 ans, eux, c'était au bout de 20 ans, faire une fête pour officialiser tout ça, tu vois. Se dire, OK, maintenant, on a vécu le truc, on n'a plus besoin de se faire des plans sur la comète, des fausses Mm. promesses qui vont nous mettre de la pression alors que peut-être dans 6 mois, on n'a plus envie d'être ensemble. Et on fait juste une grande fête parce que finalement, le mariage, c'est beau quand même, hein. C'est une grande fête, Oui. c'est une vraie célébration de l'amour, tu vois. Mais si ça peut être une célébration validante, entre guillemets, Mm. plutôt que oppressante, Mm. en sens, c'est quand même mieux, quoi. Alors moi, je vais te dire, aujourd'hui, j'ai une vision totalement différente. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, mon rêve, ça serait si je devais me mettre en couple, enfin, si je devais être en couple, on va dire, à vivre avec quelqu'un, ça serait, alors ça fait longtemps en plus que j'ai cette vision, hein, mais mon mari n'était pas d'accord d'ailleurs, hein. Moi, pour moi, l'idéal, ça serait d'avoir 2 appartements mitoyens et que chacun chez soi. À la limite, Ouais. une pièce commune pour pouvoir manger ensemble et pouvoir, voilà, regarder la télé OK. ensemble, faire des choses ensemble, inviter du monde, mais que chacun soit chez soi. Parce que je Ah, pense que le quotidien, en fait, il y en a, à un moment donné ou à un autre, il y a toujours un déséquilibre, il y en a toujours un ou l'autre qui bouffe l'autre. Et je pense ouais. que c'est là où on se perd, en fait. Donc, quand je dis que pour moi, le plus important dans une relation de couple, c'est d'être pleinement soi-même et d'être bien soi-même, c'est que justement, pour moi, la notion de couple, on se bouffe forcément. Il y a un moment donné Ouais. ou à un autre, on se bouffe forcément. Il y en a toujours un qui va faire plaisir à l'autre, et puis il y en a toujours un qui va être un peu plus dominant. Enfin, et c'est juste humain, en fait. Il y a pas, tu vois, Ouais. c'est pas bien ou mal, c'est juste humain. Et C'est les moi, aujourd'hui, interactions mon rêve, humaines qui sont comme ça, quoi. Ouais. oui, c'est ça. Mm. Et moi, aujourd'hui, mon rêve, ça serait ça. Ça serait si je devais vivre avec quelqu'un, ça serait vraiment que chacun soit chez soi et qu'on Mm. puisse être à côté, qu'on puisse se retrouver très vite, qu'il n'y ait pas de. Voilà, mais que chacun ait son intimité vraiment propre. Ouais. T'as envie de manger à telle heure, tu manges à telle heure. Moi, ça, c'est un truc, ça me gave, quoi. Je suis quelqu'un qui mange Ouais. 1 fois par jour, faire un repas le matin, le midi, le soir. Alors, tu as tes enfants, tu es obligé. Mais bon, Ouais. là, voilà, je trouve que c'est. Enfin, moi, ça serait. Voilà, aujourd'hui, ça serait ma perception à moi de l'amour, en fait. Ah, c'est super intéressant parce que quand tu fais ça, tu t'évites la routine, le train-train qui enterre un petit peu l'amour, dans lequel l'amour s'enlise un petit peu. Et en même temps, ce schéma que tu proposes, il n'empêche pas que si tu as envie de passer pendant une certaine période de temps, tout ton temps avec l'autre, bah, c'est Oui, possible, vu c'est ça. que les deux C'est sont à ça. côté, quoi. Ouais, Et justement, ça laisse la liberté, en fait. Ça laisse la liberté de la vibration. On a envie d'être ensemble, eh ben, on vit ensemble. Tout d'un coup, on a besoin de repli, on peut se replier. Que dans ouais. une maison classique, un appartement classique, un lieu de vie classique, c'est plus compliqué parce qu'au final, Mm. l'autre est tout le temps dans ta sphère, en fait. T'es tout Ouais, le bien temps, en sûr. fait, t'es tout le temps, t'as pas vraiment d'espace vital. Et je pense que c'est Ouais. ça qui fait qu'à un moment donné ou à un autre, on se bouffe, en fait. Ouais. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu as pas non plus l'aptitude de te recentrer sur toi, tu vois, d'être un peu seul avec toi-même, de te nourrir toi-même de ce dont tu as Mm. besoin, tu vois. Et c'est marrant parce que je t'écoutais dire ça et m'est venue spontanément cette idée de oui, mais vivre chacun de son côté et, et, et pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, se donner d'abord à soi-même ce dont on a besoin, apprendre à s'aimer soi-même, à bien se connaître. Pour plein de gens, ça va avoir un côté, très égoïste, en fait, tu vois? Je veux dire, Ah, ben alors, et oui. Et je me oui. mets Alors, au ça, c'est centre de tout et c'est moi d'abord et après les autres et là aussi, il y a des trucs à déconstruire, j'ai l'impression. Mais Qu'est-ce que oui, tu mais penses? c'est très culturel, ça aussi, de se dire que si tu penses à toi, tu es égoïste. En réalité, c'est pas vrai. Alors, tu vois, alors c'est marrant, ça aussi, c'était le post du jour de demain, tu vois. C'est trop rigolo. Ou d'après-demain. Mais il y a un truc qui se passe aussi, c'est que, et ça, c'est un truc qu'on comprend pas dans notre société. Enfin, moi, en tout cas, je trouve qu'on comprend pas. Et tu vois, on parlait tout à l'heure des enfants, des mamans et tout ça. C'est un truc qui est très compliqué pour une maman de se faire plaisir quand l'enfant est pas là, parce qu'il souffre. Donc, elle souffre avec lui. Sauf que comme elle souffre avec lui, quand il revient, s'il est bien, elle est en incapacité totale de partager avec lui ses joies et tout ça, parce qu'elle n'est pas bien. Et s'il revient pas bien, elle est en incapacité totale de l'aider. Et c'est la fameuse en fait métaphore du masque à oxygène dans l'avion. Bien sûr, ouais, Et c'est là où je trouve que c'est incroyable parce qu'en fait on nous fait culpabiliser, on nous fait croire que l'amour sacrificiel, c'est ça l'amour. L'amour ouais, sacrificiel, c'est tout sauf ça. Si tu n'es pas en capacité de toi-même être bien, comment veux-tu faire du bien aux autres? ouais, Et bien en sûr. réalité, elle est là cette notion où en fait, non, c'est pas égoïste. Parce que si Mmh. toi-même, tu n'es pas en capacité d'être bien avec toi-même, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire du bien aux autres? Et moi, Ouais, je le bien sûr. vois, enfin, je le vois très bien quand par exemple j'ai des moments où je suis pas bien, j'ai beaucoup plus de mal à gérer mes filles et à canaliser quand elles vont pas bien ou qu'elles ont des choses à déposer qui peuvent être lourdes, des choses simples, hein, ça peut être l'école, ça peut être. Voilà. Mais si toi, tu n'es pas bien toi-même, tu ne peux pas aider l'autre. Donc, Mmh. à quel moment le fait d'être euh, en équilibre avec soi-même et de savoir se faire du bien avec soi-même, c'est égoïste? Non, Ouais, c'est pas vrai. ouais, bien sûr. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est marrant, on en a parlé aussi avec Sophie dans la dernière interview. Elle utilisait même la même référence que toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, se donner la priorité, c'est le summum de l'altruisme.
parce que Mm. tu pars du principe que tu te mets toi-même dans les meilleures dispositions pour offrir le meilleur de toi-même aux autres. Et que si tu réponds pas d'abord à tes propres besoins, tu vas t'aigrir, tu vas te remplir d'amertume et tu n'as plus rien de beau à offrir aux autres, en fait. Si ce n'est c'est distribuer l'amertume que tu as accumulée à l'intérieur de toi-même, quoi. Et je vais même aller plus loin que ça. C'est que moi, Vas-y. je pense aussi que pour ces enfants, le fait de se sacrifier, c'est leur montrer l'exemple du sacrifice. Et Ah oui, c'est les amener eux-mêmes, parce que, à après, ça, c'est s'oublier. ma croyance à moi. Moi, je crois que les enfants, on les éduque pas à la parole. Pourtant, Dieu sait si je parle, mais on les éduque pas à la parole. On les éduque à l'exemple. Ah oui, Et OK. si soi-même, on n'est pas en capacité de montrer l'exemple, de savoir se faire plaisir et de savoir bien s'occuper d'eux, eux-mêmes penseront que l'amour est sacrificiel et ils se Ouais, diront que c'est ça l'amour. Et ouais. c'est pas vrai. Et moi, je refuse. Et souvent, c'est ce que je dis aux mamans, parce que bah, forcément, quand on tombe sur ce type de profil, on a ce côté sacrificiel, forcément. Et je Mmh. leur dis, c'est la responsabilité, une, que vous avez d'être heureuse pour pouvoir montrer l'exemple de bonheur à vos enfants. Ouais, tout à fait. Et la boucle est bouclée, hein, parce que finalement, en faisant ça, ben, on éduque les prochaines personnes qui n'arrivent pas à s'écouter, qui n'arrivent pas à se donner la priorité, qui n'arrivent pas à, pour revenir à ma question de tout à l'heure, à être heureux seuls avec eux-mêmes, quoi. C'est ça. Donc, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en plus, c'est ce que je leur dis, on vous éduquez les futures générations à ne plus tomber sur des relations toxiques, à être bien avec eux-mêmes, à être heureux. Et du coup, si chacun plante sa graine comme ça, bon, je Ouais. suis un peu peut-être dans le pays des bisounours, mais moi, je suis plutôt optimiste de nature, tu vois. Et je me Ah, dis mais que moi aussi, hein. chacun qui plante des graines et qui évolue dans ce sens fera évoluer Ouais. le monde dans ce sens aussi, tu vois. Ouais, un truc, une éclosion par le bas où tout le monde travaille sur soi-même pour faire Mm, de ce monde un monde meilleur, quoi. mm. Cette phrase-là, elle faisait vraiment bisounours, par contre. Ouais. Ouais, mais on s'en fout, c'est pas grave. On est des bisounours, tant pis. C'est bien les bisounours. Non, Mais, après, c'est pas. Après, vas-y. moi, je suis, tu vois, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des combats et tout ça, et moi, je pense, enfin, après, c'est mon avis, moi, je pense qu'on ne on ne combat pas le mal par le mal. Moi, je pense qu'on combat le mal par le bien. Et je pense que Ouais. si on est tous, en fait, dans une démarche, justement, à se dire que chacun plante ses graines, et Mmh. ben, je trouve que, voilà, pour moi, après, si j'ai planté une graine, et ben, c'est déjà ça. Ça sera toujours ça. Et ça, après, ça pousse pas, ça m'appartient pas, tu vois. Mais Ouais. je pense, voilà, j'ai fait, entre guillemets, ma part. Ouais, t'as semé la graine et après elle pousse ou elle pousse pas, c'est Mm, OK, quoi. Ouais, super mm. intéressant ce que tu nous dis. Eh, je vois qu'on se parle déjà depuis 1 heure, on est des fous, hein. Malgré tout, Ça fait j'ai une quand même heure déjà? envie bah oui, malgré tout, j'ai quand même envie de te poser, une question supplémentaire dans la droite ligne de tout ce qu'on se dit là. Toi, comment tu vois, l'amour évoluer à l'avenir? Est-ce que tu es plutôt, optimiste comme tu viens de nous le dire? Ou est-ce que, tu un peu pessimiste par rapport à tout ce que tu observes, des dérives de l'amour, de l'instrumentalisation de l'amour? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Moi, je vais être optimiste quand même. Alors, je vais Ouais, être optimiste sur une échelle, en fait, comment dirais-je, terrestre. C'est-à-dire que si tu prends depuis la Terre, qu'elle existe depuis des millénaires, depuis, voilà, déjà, les droits de la femme ont évolué depuis quoi, allez, 50 ans, 100 ans, allez, 80 ans, je ne sais pas exactement, tu vois. ouais, Ça a commencé à évoluer. Alors, si tu pars sur une échelle comme ça, c'est très petit. oui, Mais tu vois, par exemple, la loi sur les violences éducatives ordinaires est passée en 2019, c'est-à-dire que les oui. fessées, les punitions, maintenant, aujourd'hui, on n'a plus le droit de maltraiter nos enfants pour les éduquer. Enfin, c'est un pas énorme en avant. Alors, il n'est pas appliqué encore peut-être à la lettre, mais si tu prends cette échelle-là, moi, je trouve on évolue et qu'on évolue sur très peu de temps, en fait, dans la Ouais. bonne direction. Je le vois même, tu vois, par rapport à des choses, des combats de maman et tout ça, quand même, alors, c'est pas encore ça, bien sûr, c'est pas encore ça. Mais Mmh. il y a encore 50, 60, 70 ans, l'homme avait le droit de maltraiter sa femme et la femme n'avait rien à dire. Donc, Ouais. si vraiment on part sur une échelle comme ça, c'est plutôt positif. Donc, je vais rester positive et je suis plutôt optimiste en fait dans le fait que je pense que on est beaucoup maintenant à œuvrer, à avancer. Je pense qu'il faut le faire dans le bon sens aussi parce que je trouve que beaucoup de femmes alors là, je vais peut-être me faire allumer, mais je m'en fous. Et je trouve que beaucoup de femmes, en fait, sont tellement dans comment dire, la démarche, on va dire, c'est presque agressif, on va dire. Tu vois, il y a des mouvements, Ouais. je trouve, aujourd'hui, qui sont presque agressifs. Et tu vois, je me suis jamais, moi, définie comme étant féministe ou pas féministe, en fait. Pour moi, je suis une femme, c'est tout. C'est-à-dire que Ouais. je me pose pas la question. Et je pars du principe que si la féministe commence à vouloir écraser l'homme, c'est pas Ouais. équilibré non plus. Et je suis toujours dans Oui. cette optique, tu vois, de gagnant-gagnant. Et je pense Mmh. qu'après, bah, on a des structures différentes, hommes et femmes, qui sont quand même une réalité physiologique. Et je trouve que je suis pour l'équité.
Mhm. Pas pour, tu vois, cette espèce comment dire, d'égalité là qu'on brandit à bout de bras. Je suis pour l'équité. C'est pas pour l'équité. Voilà, c'est pas l'égalité. Je suis pour l'équité. Voilà. Et je trouve que c'est dommage en fait parce que beaucoup de femmes font du mal en fait. Je trouve même, en fait, on fait du mal à notre propre mouvement en étant trop agressive. Et pour moi, en étant Ouais. agressif comme ça, on dessert nos causes en fait. Ouais. Je sais Est-ce pas qu'au si final, je. non, mais c'est intéressant. Est-ce qu'au final, on ne se fait pas, au-delà de ça, du mal à soi-même déjà, en se remplissant d'agressivité, d'aigreur, d'amertume envers d'autres êtres humains, tu vois? Si. Tu vois, toujours dans cette réflexion sur l'amour universel, Mm. quand on se remplit d'agressivité comme ça, bah, on n'est plus dans l'amour non plus, hein, finalement. Mais c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que moi, mon travail avec mes accompagnés, il est là-dedans. C'est-à-dire, il est dans justement la réparation, il est dans l'amour, il est dans Mm. la lumière. Et je dis toujours, en fait, ça aussi, ça peut paraître très bisounours, mais n'empêche que c'est une réalité. Et ma fille, aujourd'hui, a 18 ans, donc je sais que ce que j'ai fait avec elle, ça a fonctionné, puisqu'elle a 18 ans, elle a vécu des choses extrêmement dures. Et aujourd'hui, c'est une jeune fille, elle est très équilibrée, elle travaille bien en classe, elle a des amis, elle est heureuse, elle a des projets, enfin, elle a des rêves. Donc, je pense que réellement, j'ai raison dans ma façon de voir les choses, parce que je pars du principe que plus on va vers la lumière, plus on est dans l'obscurité. Et c'est pas Mm. en combattant l'obscurité avec l'obscurité qu'on va y arriver. Ça marche Ouais, pas bien comme sûr. ça. Je pense que plus on donne d'amour à nos enfants, plus on leur donne de la joie, plus on leur donne des choses. Enfin, moi, je sais que ma fille, par exemple, quand elle partait, je l'accablais pas en lui disant ça va pas se passer, ça va être dur. Non, j'organisais des choses à son retour pour qu'elle ait que ce cap à passer soit difficile, elle est quand même un objectif en fait positif en rentrant. Elle savait qu'on allait faire des choses sympas, qu'on allait, enfin, et ça l'a motivée en fait. Et je pense que c'est beaucoup plus important de donner. Et puis en plus, c'est ça aussi, c'est que si les deux sont dans la noirceur, l'enfant qui se construit au milieu, il se construit dans un chaos total. Ouais, ouais, ouais. Alors Super. si toi, tu n'es pas en mesure de donner de la lumière, mais qui le fait en fait? Plus personne ne le fait. Ouais, bien sûr. J'adore cette idée de combattre les ténèbres par la lumière, c'est ultra puissant dans notre Mm. quotidien de tous les jours, quoi. Et Mais ça marche dans tout. Exactement, ça marche dans tout. C'est ça. ouais. Et en plus, tu as commencé à parler des rapports hommes-femmes, tout ça. Et là, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Et j'aurais presque envie d'enchaîner la question là-dessus. Mais après, ça va faire une première interview beaucoup trop longue, je pense. Et peut-être qu'on peut garder ça J'avais dit pour 4 le heures, round 4 2. heures. Pour le round 2. Parce que ouais, là aussi, j'ai moi aussi des convictions fortes où je me dis, est-ce que l'idéal à terme, ce serait pas de sortir de ce schéma homme-femme et juste de se dire, on est Mm, tous des êtres humains et à la base, on aspire tous aux mêmes choses. C'est juste que culturellement, la société, elle nous façonne comme ci ou mm, comme ça, mais c'est des modèles auxquels on essaie juste de se conformer. Parce que mm, là, je livre une conviction personnelle, hein. À la fin, mm, on a tous envie de se sentir bien avec quelqu'un, de sentir une belle proximité, une belle connexion, une belle intimité à l'autre. Et ça prend différentes formes. Ça a la possibilité de se montrer vulnérable, de mm, partager en toute transparence ce qu'on vit, nos émotions, la proximité physique, l'intimité physique aussi. mm. Et ça, je pense pas que ce soit plus spécifique aux hommes ou aux femmes. C'est juste Non, je suis d'accord. qu'après, toutes les étiquettes qu'on met sur les genres, C'est ça. elles nous font croire que les hommes, ils Mm. veulent juste baiser et que les nanas, elles veulent juste se mettre en couple et se fixer éternellement avec quelqu'un. Et tu vois, C'est pas et vrai du tout, ça. Non, mais c'est pas vrai du voilà. tout. Et on Donc, rentre dans en des schémas réalité, de l'humain 25. reste humain, hein. Homme ou Voilà, femme, l'humain, il reste humain, hein. exactement. Ouais. C'est ce que je dis beaucoup, ça, tu sais, par rapport aux ados. Quand on me dit, ah, les ados d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes, je dis, les ados d'aujourd'hui, ils ont juste des codes différents. Par contre, au fond d'eux, ils vibrent exactement la même chose que nous, et la même chose Voilà. que nos grands-parents, et la même chose que Ouais. nos arrière-grands-parents. Ils vibrent la même chose. Voilà. C'est juste qu'ils sont le façonnage qui est un peu différent, quoi. C'est des Le codes. formatage, quoi. Voilà, c'est C'est ça. ça, c'est des codes différents. Ouais, Ouais. c'est ça. Bref, on s'est dit tellement de choses aujourd'hui, Magali. C'était beau, hein? Oui, Oh la vache. ouais. C'était une C'était belle interview, puissant. c'était un bel échange. Belle Ah, énergie. bah, Ouais. belle énergie, ouais, j'adore. Bah écoute, on avait plein de choses à partager. Je te remercie vraiment pour toutes les idées que tu as mises sur la table. Je trouvais ça super intéressant. J'espère que les personnes qui auront regardé cette interview, ça les aura fait un petit peu progresser dans leur réflexion. C'est en tout cas l'objectif de ce nouveau format que je mets en place. Pourquoi pas un round 2, comme je disais, pour parler du genre, parce que là, il y a encore beaucoup Ouais. de choses à évoquer, je pense. Ouais. Merci à toi en tout cas d'avoir participé à cette interview. Je mettrai tes références dans la description en dessous de la vidéo. Si vous êtes intéressé, vous qui regardez cette vidéo, à prendre contact avec Magali pour faire avancer vos propres réflexions, ou bien parce que vous avez vous-même une problématique de relations toxiques ou de violence conjugale et que vous souhaitez un petit peu
mieux gérer vos enfants dans ce contexte un peu difficile. Donc, ce sera en dessous de la vidéo. Bref, j'étais bavard, je vais me réhydrater. Merci à toi, Magali, pour ce super moment Merci à toi, ensemble. Guillaume. Et puis, à Namasté. très bientôt. Bye bye. Ouais.